Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'année 2023, l'année la plus chaude qui n'a jamais été enregistrée, c'est ce que révèle le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la météorologie. Un rapport inquiétant, l'OMM tire la sonnette d'alarme, l'alerte rouge est donnée. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, parle d'un monde au bord du gouffre. Il dénonce un chaos climatique sans précédent provoqué par la pollution et par les combustibles fossiles. Il ne s'est presque pas passé un seul jour sans qu'un record de chaleur n'ait été battu en 2023. 2023 qui a conclu une décennie de chaleur avec des températures assommantes qui se sont accompagnées d'une forte sécheresse. Pour rappel, l'année dernière a dépassé d'1,5 degré la température moyenne de l'époque pré-industrielle et 2024 commence mal. 2024 qui pourrait être à son tour l'année la plus chaude de l'histoire. Comment agir pour le climat ? Peut-on encore sauver la planète ? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Mohamed Saïd Qarrouq, vous êtes professeur universitaire à l'université Mohamed Hassan II de Casablanca et vous êtes également climatologue. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs de Média. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, cette année 2023, ce rapport de l'OMM qui est quand même très inquiétant. On parle de nouveaux records qui sont établis. Donc, 2023 qui établit de nouveaux records pour chaque indicateur selon le rapport annuel de l'OMM. Il a fait donc chaud, très chaud, et il continue encore à faire chaud aujourd'hui. Quel est l'état de la situation ? Est-ce qu'on est dans une situation aujourd'hui critique ? Effectivement, malheureusement, en tant que scientifique, je me permets de dire qu'on est dans une situation critique. Critique parce que on ne sait pas comment contrôler cette augmentation de la température. Et ça, c'est ça le gros problème. Et la température continue toujours d'augmenter à un rythme très élevé. Et le seuil recommandé par les scientifiques qui est le 2 degrés. Le 2 degrés, c'est au-delà de 2 degrés, c'est très dangereux. Le 1,5 a été dépassé et cette année écoulée, 2023, malheureusement, il nous a donné une sonnette d'alarme sans cesse, si je me permets de me prononcer comme ça. Et cette situation, j'ai dit tout à l'heure que malheureusement, il continue d'augmenter et ça, ce qui est le plus inquiétant. Et c'est pour cela que l'OMM s'est avancé sur l'année 2024, comme quoi il pourrait être aussi l'année la plus chaude encore. Parce que tout fonctionne avec le moteur climatique qui, lui, est alimenté par le soleil, par le bilan énergétique de la Terre. Et ce bilan, il augmente. Pourquoi il augmente ? Parce que normalement, ce bilan, pour qu'il soit équilibré, il faudrait que la même quantité d'énergie qui pénètre au sommet de l'atmosphère doit ressortir au même sommet de l'atmosphère. Il s'avère qu'avec la pollution augmentante, cette énergie reste piégée. Et c'est pour cela qu'il fait chaud. La température suit directement parce que c'est le premier élément qui suit le bilan énergétique. Et après, tout dégringole. Puisque le climat se trouve au sommet de la pyramide environnementale et tout est influencé par cette augmentation de la température, à commencer par le cycle de l'eau. Voilà, le cycle de l'eau qui est fondamental pour tous nos écosystèmes, mais y compris pour nos activités, pour notre vie normale. Voilà, si vous voulez, une introduction bien, je pense que c'est une introduction qu'on pourrait décortiquer à travers cet entretien. D'accord, donc un bilan selon vous quand même qui est aujourd'hui critique, une situation alarmante comme nous le dit ce rapport de l'OMM, et puis la sécheresse qui est de plus en plus présente dans plusieurs pays dans le monde, toujours selon ce rapport. Donc, comme je l'ai dit, la liste des records a été battue au niveau des gaz à effet de serre, des températures de surface, le contenu thermique, l'acidification des océans, l'élévation du niveau de la mer ou encore le recul des glaciers. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la dernière décennie ?
Alors, tout est enchaîné, hein, parce que le climat, il contrôle tout, hein. Puisqu'il est au sommet de la pyramide, comme je viens de dire tout à l'heure, Mm. le reste suit. Et je peux commencer par le cycle de l'eau. Quand la température augmente, en raison de l'augmentation de énergétique, l'évaporation augmente encore, hein. Et donc, on doit perdre beaucoup d'eau sur la surface, sur les surfaces continentales, hein, Mm. mais aussi dans les océans, hein, qui est le principal alimentateur ou fournisseur de la vapeur d'eau à l'atmosphère. Et avec l'augmentation de la température, mais l'atmosphère aussi, elle s'élargit, elle se dilate, si vous voulez, hein, parce que tout est lié à cette température, hein. Alors, pour donner un exemple très simple pour faciliter la communication avec les téléspectateurs, alors, par exemple, une température de 10 degrés, elle est capable de supporter ou de porter en son sein 10 grammes par mètre cube d'air, hein. Alors, par contre, si on augmente cette température à 30 degrés, ça devient 30 grammes par mètre cube, puisque, puisque cette vapeur d'eau, il est lié à la température, hein. Et Mhm. tant que la température est élevée, l'évaporation se fait de plus en plus et l'atmosphère peut supporter davantage de vapeur d'eau. Et c'est ainsi donc qu'une évaporation augmente avec l'augmentation de la température, mais aussi le volume atmosphérique qui s'élargit, qui augmente. Et à partir de là, il faudrait attendre que l'atmosphère soit saturée. Mm. Ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Si je prends l'exemple de la sécheresse des années 80, il a fallu attendre 25 ans pour que l'atmosphère puisse être saturée et redonner la vapeur d'eau qu'il avait. Et c'est pour cela que nous avons vécu dans l'hémisphère nord d'une manière générale un retour de l'eau entre 2006 et 2017 d'une manière générale. Pendant cette période, on a vécu des inondations un peu partout, hein. Et donc, plus ou moins, on a oublié la période de l'évaporation qui était la sécheresse. Mais aujourd'hui, cette sécheresse revient sur tout l'hémisphère nord encore, hein, Et on peut y s'attendre à compris au quoi Maroc. aujourd'hui? On peut s'attendre à quoi Est-ce qu'on doit attendre encore 25 ans? Quelles sont les perspectives pour les prochaines années? Ça, c'est, ça, c'est pas facile à détecter, hein. Mm. Euh, Moi, je me base sur le passé et sur les observations passées, hein. Mm. Alors maintenant, la température continue d'augmenter. Tant que la température augmente, il y a un fonctionnement différent de l'atmosphère, hein. Et puisque nous avons des températures qui n'ont jamais été enregistrées, principalement dans les zones intertropicales, c'est très important. Euh, on n'a pas de repère, donc on n'a pas de repère pour mesurer dessus, pour se référer. Et à Mm. partir de là, on est aveugle devant le futur, hein, devant l'avenir. On sait que la température augmente, ça c'est facile à détecter, c'est facile à modéliser. Mais par contre, le cycle de l'eau, il est très compliqué. Et, par exemple, aucun modèle n'a prévu le retour de l'eau pendant la période 2006-2018, hein. Mm. Et ce retour de l'eau, c'était une réponse à la circulation atmosphérique qui elle-même était une réponse à la distribution spatiale Mm. thermique de la surface de la Terre et une différence très importante entre les océans et les continents. C'est ce qui fait qu'une circulation atmosphérique méridionale, ondulante, s'est installée et elle a distribué l'eau différemment, ce qui nous a donné des inondations et le remplissage de nos barrages pendant cette période qui n'était pas prévisible du tout. Mm. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase de l'évolution du réchauffement climatique, hein, parce que dès que la température change, tout le système change, hein. Et donc, on se déplace d'une phase à une autre. C'est pour cela que si l'humanité veut prendre l'avenir entre les mains, il faudrait absolument que cette température, tout d'abord, se stabilise via des décisions de l'économie mondiale qui seraient autres que ce que nous avons aujourd'hui, hein. Nous avons vécu depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro 1992 des essais
développer des énergies alternatives, des essais aussi de minimiser ou de diminuer les gaz à effet de serre, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. Hein. On a développé beaucoup de choses sur le plan technique, on a développé des moteurs qui consomment moins d'énergie, qui produisent beaucoup de travail. On a essayé aussi de développer des énergies renouvelables d'une manière générale, mais on n'a pas encore trouvé la solution de remplacer l'énergie fossile avec une autre énergie qui ferait les mêmes fonctions. C'est ça le gros problème. Hein. Selon vous, donc, toutes les mesures aujourd'hui en place aujourd'hui sont insuffisantes? Sont en CVE, ça nous dépasse. Ce n'est pas la réponse, en tout cas, ce n'est pas la réponse adaptée à la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Un avenir, comme vous l'avez dit, incertain et l'urgence d'arrêter immédiatement l'augmentation ou de stabiliser au moins la température actuelle, n'est-ce pas? C'est ça, puisque si cette température n'est pas stabilisée, on ne peut rien faire, il faut le dire très clairement. Et maintenant, je trouve que le système est en train d'être emballé par cette augmentation de la température, ce qui fait que les scientifiques et les décideurs scientifiques, ceux de l'OMM en particulier, sont obligés de faire des alertes, parfois alarmistes, si vous voulez. Mais ça ne sert pas à grand-chose puisque on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps parce que on considérait pas cet appel des scientifiques, mais aussi des politiques via le sommet de la Terre de 92 et celui de 2012 aussi pour les mêmes questions. On n'a pas pris les bonnes décisions et aujourd'hui, il faudrait se précipiter beaucoup plus qu'auparavant. Alors, de quelle manière, j'en sais rien. J'en sais rien de quelle manière on va le faire. Et ce qui me concerne, moi, dans ma discipline, dans ma spécialité, c'est ce que je dis à mes étudiants. La machine, elle fonctionne avec un rythme qui est aujourd'hui plus rapide que ne l'était parce qu'il est alimenté en énergie beaucoup plus qu'il ne l'a été auparavant. Alors, c'est pas une machine très simple, hein, parce qu'il il fait circuler avec elle le cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau, lui, il fait perturber le reste, hein, l'agriculture, l'aménagement de nos villes, les inondations, les sécheresses, les plantes, les animaux, etc., etc. Et il augmente aussi avec l'augmentation de température. Il y a des feux de forêt qui se déclenchent un peu partout. Ça commence déjà chez nous. Aujourd'hui et hier, il y avait le feu à Rachidia en raison de la température, en raison du vent. Et on s'oriente vers la saison chaude. Bon, maintenant, il faut se préparer sérieusement à gérer ces situations qui suivent l'augmentation de la température. Justement, il y a plusieurs catastrophes aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde, au Maroc, mais aussi ailleurs. Il y a eu le séisme cette année au Maroc que personne n'a oublié. Puis dans le monde, des inondations, comme vous l'avez dit, les feux de forêt. Et il y a énormément de catastrophes naturelles, justement les ouragans. Quel est le coût aujourd'hui climatique en termes économiques? Tous ces phénomènes ont également un coût. Donc quel est le coût aujourd'hui climatique pour l'humanité selon vous? Alors, si je me rappelle bien des rapports déjà passés, c'est pas récent, hein. Ça dépasse les 200 milliards de dollars hein, par an à travers le monde. Hein. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que les ouragans, quand ils se déplacent, quand ils se déclenchent, hein, sont menés par une énergie très, très élevée, ce qui fait qu'ils laissent des dégâts inestimables euh, euh, par rapport à ce que nous connaissons. Heureusement, on est épargné des ouragans chez nous, mais ce qui ne veut pas dire qu'on est protégé, parce qu'on a vu parfois des ouragans qui dévient, qui changent de direction. C'était le cas en 2012, c'était le cas en 2018, etc., etc. Mais alhamdoulilah, on a été protégés, ça passé à côté de chez nous, mais il ne nous a pas touchés. Mais je ne sais pas pour combien de temps on pourrait être à l'abri. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Aujourd'hui, par exemple, on souffre d'une augmentation des vents. Hein.
Mm. des forces de vent. Ah, ça c'est lié aussi à cette énergie supplémentaire, hein. Et les autorités marocaines et toutes les autorités mondiales sont tenues de remettre en question et de revoir, hein, les normes de, de toutes les logistiques que nous avons dans notre vie, les poteaux électriques, les panneaux publicitaires, la manière avec laquelle on bâtit nos maisons, les rideaux, etc., etc. Je rentre pas dans les détails, il est impossible. Le développement de notre agriculture aussi, avec le vent, l'agriculture, les types d'agriculture, principalement l'arboriculture, ne se développe pas facilement, hein, etc., etc. Ça vaut pas la peine de rentrer dans tous les Mm. détails parce que c'est pas possible d'entrer dans tous les détails puisque le climat se situe au sommet de la pyramide environnementale et l'être humain se trouve à la base, au fond de cette pyramide, hein. Et donc, il est influencé par tout ce qui se passe dans tous les systèmes. Alors maintenant, je ne saurais pas vous répondre réellement sur le coût actuel du réchauffement climatique et de l'évolution du climat. Rien que dans le domaine de la santé, le coût est très fort, hein. Il est Mm. très fort parce que pour plusieurs raisons, hein. Parmi les principales raisons, il y a l'évolution des complexes pathologiques à travers le monde. Et ça, et même les médecins ne sont pas au courant de ça, Mm. sauf les chercheurs dans ce domaine, les chercheurs dans les grands laboratoires. Mais ceci, les chercheurs ne peuvent développer de recherche que s'il y a des déclenchements de quelques maladies qu'on ne connaît pas, etc. Et souvent, ce sont des maladies qui ressemblent à d'autres maladies, comme par exemple la grippe. On a souvent l'impression qu'on a de la grippe, alors en réalité, c'est pas la grippe que nous connaissons. Et quand on prend les médicaments pour attaquer la grippe, rien ne marche et on se rend compte que c'est pas la grippe entre parenthèses que nous avons ne peut pas être traitée par des médicaments habituels. Tout à fait, Et donc c'est un une autre. réchauffement climatique, comme vous le dites, qui touche en tout cas à plusieurs domaines dont les conséquences sont multiples et on le voit sur plusieurs secteurs. Vous avez parlé d'agronomie, mais aussi les migrations, la santé, en tout cas plusieurs secteurs aujourd'hui qui sont touchés, comme vous le dites, et vous n'avez cessé de le dire lors de cette émission. Les scientifiques parlent d'une seule et même voix et alertent à travers plusieurs rapports qui sont en tout cas publiés et donc ce cri d'alarme qui ne cesse d'être répété. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un déphasage entre le discours de la communauté scientifique et des politiques qui mettent en place les mesures censées limiter justement ce réchauffement climatique et faire face à ce défi qui est aujourd'hui le climat? Je vous remercie de poser cette question parce que ce déphasage existait depuis toujours, hein. Mm. La science et les scientifiques dépassent toujours la politique. Et la politique, il vient après l'économie, hein. Dans les années 80, il y avait ce déphasage en Europe occidentale. Il était approximativement de 30 ans. 30 ans entre la science et entre l'exécution de cette science sous forme d'économie. Aujourd'hui, l'écart devient très grand puisque la technologie a évolué, parce que la révolution de l'information s'est développée et puis la science s'est avancée beaucoup plus, hein. Autrement dit qu'aujourd'hui, les scientifiques sont très frustrés parce que ils voient le problème devant eux, mais ils sont incapables, n'ont pas la possibilité de convaincre ni de faire quoi que ce soit vis-à-vis des décideurs politiques. Et je comprends parfaitement parce que les décideurs politiques, ils sont coincés, hein. Parce que prendre une décision, c'est une décision pour la communauté nationale ou internationale,
Et la manière avec laquelle on va prendre cette décision, le politique a besoin des garanties. Le Mm. scientifique ne donne pas de garantie. Il transmet l'information, il fait des recommandations. Et l'information d'aujourd'hui, souvent, elle est dépassée demain, hein, parce que la science elle évolue et elle se développe très rapidement. Aujourd'hui, plus que jamais, la science, elle avance très, très, très vite, ce qui fait que la politique, elle reste toujours à la traîne, hein. Et l'économie fait de même, hein. Je Et rappelle que justement, comment concilier donc croissance économique aujourd'hui et action climatique forte pour les politiques en moins alors, d'une minute, hein, parce qu'on arrive au terme de cet entretien. la première des choses, hein, c'est que c'est qu'on s'efforce de faire des plans de gestion de risques, hein, parce qu'on est en train de vivre des risques, parfois sont des risques inconnus, hein. Faire la gestion des risques, c'est se préparer à la catastrophe, au problème, au risque, avant le risque, hein. Et selon les cas, 50 à 80% de la gestion de la problématique se fait avant le problème, hein. Et à partir de là, il faudrait se dire que devant nous, on peut s'attendre à une chose qui est sûre, qui est l'augmentation de la température. Une autre chose qui est sûre, que le cycle de l'eau sera encore perturbé, l'évaporation augmentera davantage, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas comment va réagir l'atmosphère et les autres composantes géodynamiques et géophysiques du cycle de l'eau, hein. Alors, et là, on est dans le doute, hein. Le doute nous met devant deux situations. Soit que l'eau va nous manquer, il faut se préparer donc à ce manque d'eau, ou alors l'eau continuera de revenir de la même manière qu'on a l'habitude de le vivre, peut-être plus, j'en sais rien. Et maintenant, dans ce cas, il faut faire un autre plan. Donc, il faut se préparer à ces situations et suivre l'évolution de l'atmosphère, je ne dirais pas jour après jour, mais l'observation est fondamentale dans ce sens. Nous avons des modèles, hein. Les scientifiques développent des modèles et essaient de nous montrer qu'il est l'avenir le plus probable que nous pouvons vivre. Mais ces modèles ne sont validés que par la réalité terrain, par l'observation, hein. Et à partir de là, on sera au moins mieux préparé à gérer ces situations. Donc Et je rentre pas dans le détail. bien Hmm, se préparer donc avec, en mettant en place plusieurs scénarios possibles, une réponse donc c'est multiple ça, pour plusieurs scénarios pour pouvoir faire face à ce défi c'est climatique. ça. On Et chaque arrive domaine, chaque secteur aura son scénario, hein, parce qu'il n'y a pas absolument. un scénario standard. Le scénario standard, c'est sur le plan théorique, hein. Mais l'agriculture aura son scénario, la santé aura son scénario, l'économie interne et internationale aura son, etc., etc. Voilà. Merci à vous, Monsieur Mohamed Je Saïd vous en prie. Kharrouk. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également météorologue. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Climatologue. Pardon, Climatologue. climatologue. Oui, merci. C'est ça. Voilà. C'était Je un vous en plaisir prie. de vous Merci avoir à vous. avec nous. Très bonne soirée. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité.